Bonsoir à tous, il est 18h tout pile et en ce mardi soir, nous sommes à Roland-Garros. Et nous allons passer une demi-heure ensemble depuis Roland-Garros, en plein cœur des internationaux de France, pour parler de plein de choses passionnantes concernant le sport et les nouvelles technologies. Jérôme, bonsoir. Salut François, oui, mais nous ne parlerons pas de tennis, autant vous le dire carrément. En revanche, vous le savez, c'est toujours l'occasion Roland-Garros chaque année de découvrir des tas de technologies plus ou moins liées au sport, d'ailleurs pas forcément directement en prise avec le tennis. Alors, petit cas particulier, François, d'abord, il faut faire une petite mise au point. Donc, des invités, comme d'habitude, en 01 Live. Bien sûr. Mais on a eu un petit contretemps de dernière minute, puisqu'il vient de se passer des choses, en fait, à Roland-Garros. Oui, tout à fait. Il y a une structure métallique qui est tombée. En fait, il y a eu beaucoup de vent aujourd'hui à Roland-Garros. Et une structure métallique, en fait, s'est effondrée et est tombée sur des spectateurs sur le court central. Donc, rien de grave. Il y a eu un blessé léger, en fait. Mais malheureusement, nous devions avoir à côté de Bernard Fontaine le directeur général, en fait, de la Fédération française de tennis, qui est retenu suite à cet incident. Mais c'est pas grave parce que Bernard Fontaine, lui, c'est tout sur tout. C'est un peu monsieur technologie ici à Roland-Garros. C'est vrai. Et on le remercie d'être avec nous. Bernard, bonsoir. Bonsoir et merci de votre invitation. Et on va quand même le présenter à nouveau, Bernard Fontaine. Donc France Télévisions. Directeur de l'innovation. France Télévisions édition numérique. Voilà, c'est ça. Alors, c'est étonnant parce que finalement, Roland-Garros, on s'en rend compte chaque année, c'est aussi, alors évidemment, un grand tournoi formidable avec toute l'émotion que ça génère, mais aussi un labo, un terreau des nouvelles techno. C'est ça qui est génial. Oui, c'est Roland-Garros pour France Télévisions, c'est 27 ou 28 ans, je ne sais même plus d'ailleurs, de collaboration avec le tennis, avec la fédération de tennis. Vous êtes connu comme le loup blanc d'ailleurs, autant le dire tout de suite. Et c'est aussi l'occasion. Dès qu'il arrive dans les couloirs, on dit attention, c'est Bernard Fontaine. Et c'est aussi l'occasion pour nous, souvent d'innover, bien entendu. Près le micro, Bernard. C'est aussi très souvent pour nous l'occasion d'innover. On a vécu beaucoup de démarrages. On est accueillis aujourd'hui chez Orange. Et Orange se souvient très bien des débuts de l'ADSL qui ont démarré ici, à l'époque où personne n'y croyait. Mais d'ailleurs. tout a démarré ici. Tout a démarré ici. Non mais c'est vrai. Tout a démarré. La HD a démarré ici. La DSL DSL a démarré ici. La 3D. La 3D, on en a fait. On a capté les émissions. On a essayé de. On n'a pas essayé de convaincre. On a essayé déjà de produire et de voir les difficultés qu'il y avait à produire de la 3D. Voilà. Mais Et puis, les années ont passé, et là, nous sommes dans des années où la télévision, elle subit une mutation à cause du numérique importante, et cette mutation, eh bien, on l'accompagne et on profite de ces événements importants pour présenter au public ces innovations qui transforment la télévision. C'est génial. Alors, vous le disiez tout à l'heure, on remercie Orange de nous accueillir sur son stand, ici, en VIP. Ça, c'est cool. Orange est un partenaire de longue date, évidemment. Également de Roland-Garros. Évidemment. On va parler tout à l'heure du Stade du Futur, parce que c'est passionnant aussi. Il faut savoir qu'il y a d'immenses travaux qui sont prévus ici pour agrandir en fait Roland-Garros, parce que il commence à être un peu à l'étroit, pour avoir plus de place, pour plus de spectateurs pour les cours principaux. Voilà, donc Bernard nous parlera à l'occasion de ces possibles travaux dans le futur, de toutes les infrastructures techniques qui devront être mises en place, et ce sera assez génial d'après ce qu'on nous a dit. Mais d'abord, alors peut-être parlons un petit peu de télévision, au-delà évidemment des programmes même de France Télévisions. C'est, vous l'avez dit, toutes les technos du futur qui sont testées, mises au point ici. Donc cette année, c'est quoi le sujet principal ? On a beaucoup de choses. On a travaillé avec près de 250 personnes à l'extérieur de France Télévisions, des startups, des grands groupes, même des multinationales qui nous ont accompagnés dans cette aventure. Et on s'est fixé deux objectifs. D'une part, de pouvoir produire pendant 2 semaines, pendant 15 jours, de la 4K, donc de l'Ultra HD. C'est-à-dire la télé du futur et la télévision dans ce qu'elle sait faire de mieux en matière de qualité. On a décidé également de produire des images immersives avec des caméras à 360 et de décider de les proposer aussi bien pour l'Ultra HD au public que ces images immersives, de les proposer également au public. Pas simplement faire du laboratoire réservé à quelques VIP qui auraient la chance d'être invités pour voir ces innovations, mais d'en faire également de faire partager au public cette évolution de l'émission de programme de télévision. On va en parler dans un instant de ce truc-là, parce que vous vous dites, tiens, c'est rigolo, on dirait un petit barbe à papa avec des caméras. Ouais. Mais on va en parler dans un instant, parce que ça, vous voyez, c'est français, mesdames, messieurs. Et oui, 100% français. Et ça s'appelle Gyroptique, mais on va en reparler, mais juste avant... Et c'est ça la caméra immersive. Voilà, exactement. Mais juste avant, peut-être la 4K, parce qu'on avait commencé par ça. Donc l'ultra haute définition, ça a été déjà réalisé l'année dernière, il y avait une expérimentation. Mais là, cette fois, si on a une télé 4K,
Alors, si on a une télé 4K, j'en parlais juste avant de venir avec un de nos invités, enfin, le public visitant notre stand qui est installé au RG Lab. Cette personne venait justement d'acheter un téléviseur 4K, et était ravi de nous dire que le programme, il le recevait. Il nous faisait plaisir, évidemment, parce que... Donc, il y a un spectateur qui au moins, on est sûr d'en avoir un. On sait qu'il habite dans les Yvelines et il regarde les programmes. Il regarde les programmes en Ultra HD que nous diffusons au quotidien. Alors, parce que c'est expérimental, c'est-à-dire que là, vous mettez en route des émetteurs et tout, naturellement, simplement pour les internationaux de France. Après, ça s'arrête. Naturellement. Et nous testons, tout à l'heure, je disais, il y avait près de 300 personnes qui ont travaillé avec nous sur ces opérations-là. Et alors, évidemment, il y a d'autres ingénieurs et d'autres personnes qui travaillent avec nous. Je pense à ceux de TDF, par exemple, qui diffusent sur Paris nuit et jour ces programmes. Je pense à nos confrères de Telsat également, qui diffusent cette fois-ci dans toute la France les programmes par le biais du bouquet FranceSat et qui permettent au public, qu'il habite Paris ou qu'il habite ailleurs en France, de recevoir ces programmes en Ultra HD. Soit avec une petite antenne, une antenne hertzienne, ou simplement avec une parabole. Très bien. Alors, ça veut dire que si j'ai une télé Ultra HD que j'ai achetée récemment, je la branche sur mon antenne râteau, j'habite dans la région parisienne, je capte donc les matchs en Ultra HD. Alors, tout à fait. Par rapport aux expériences précédentes que nous avions menées en 2013 et en 2014, la différence essentielle, c'est qu'en un an, le parc des téléviseurs s'est considérablement accru. L'an passé, il y avait quelques dizaines de milliers de télés, et au dire des chiffres des fabricants de télé, aujourd'hui c'est pratiquement 500 à 600 000 télés aujourd'hui déployées un peu partout en France. Alors c'était pour ça que cette diffusion Ultra HD, nous avons souhaité l'offrir au public et le permettre au public, possesseur de ces nouveaux téléviseurs, de pouvoir regarder le programme et, si possible, pour ceux qui ont la chance également de venir ici, d'échanger avec nous pour échanger sur leurs sentiments et leurs ressentis de cette qualité révolutionnaire Donc c'est prêt en fait. Donc c'est tout à fait prêt. Oui, c'est-à-dire que demain on pourra retransmettre un match de foot, un match de tennis en Ultra HD en temps réel. Oui, on le démontre également avec les nouveaux moyens techniques qui sont ceux de notre filière production. C'est-à-dire pour faire de la télévision, il faut des moyens techniques importants et toute une chaîne de production. Donc parmi ces moyens techniques, notre filière production traîne cette année un nouveau car de production qui est un car Ultra HD qui vient de Toulouse, qui est habituellement là-bas à Toulouse, et mes confrères de Toulouse mettent en place à l'intérieur de ce nouveau car, qui est compatible 4K, des nouvelles caméras qui nous permettent de capter. Mais c'est génial, on est en train de vivre la télé de demain finalement là. Oui, non, voilà, elle naît comme tout à l'heure on parlait de HD. C'est quand est-ce qu'on aura des matchs en Ultra HD? Quand est-ce qu'on pourra capter les premières chaînes en Ultra HD? Alors, je dirais aujourd'hui, pendant la quinzaine, c'est certain. Alors, une fois Roland Garros terminé, effectivement... Mais quand est-ce que ça va démarrer véritablement? Au-delà de l'expérimentation comme alors je pense qu'il faut plutôt penser aux méthodes de distribution de l'Ultra HD. Aujourd'hui, démonstration est faite que nos moyens de production sont compatibles 4K et savent faire de la 4K. Maintenant, les réseaux de distribution 4K sont nécessaires. En l'occurrence, le principal écueil rencontré par les chaînes aujourd'hui, en France et ailleurs, c'est la présence de fréquences et la disponibilité de fréquences pour pouvoir émettre ces signaux. Voilà, c'est ça le problème. Voilà. Donc tout va se passer étape par étape. Mais cela dit, il y a bientôt des fréquences qui vont se libérer, non ? Alors, bien entendu, les fréquences vont se libérer. Sachez qu'aujourd'hui, beaucoup de chaînes de télévision sont diffusées avec une qualité dite SD. Il y a 12 ans, la TNT a démarré. Il y a 10 ans, pardon, la TNT a démarré avec une qualité qui était celle de cette époque-là. On appelle ça du MPEG 2. Et cette diffusion est planifiée pour commencer à s'éteindre dès l'année prochaine, en 2016, libérant ainsi certains canaux, permettant de compléter ces canaux par des canaux HD, qui satisfera aussi naturellement tous les spectateurs qui aujourd'hui vivent la télévision aussi en SD, avec une qualité 2005. Ouais, c'est le cas de France 3. C'est le cas de France 3, c'est le cas de France 5, c'est le cas de beaucoup de mes confrères. Même BFM TV, tout à fait, BFM aujourd'hui diffuse en SD. Et on espère, après ce changement de cette bascule vers un tout HD, probablement avoir d'ici quelques années néanmoins des fréquences disponibles pour faire de l'Ultra HD. Alors, quelle année? Allez, on lance les paris. Je ne peux pas lancer de paris aujourd'hui parce Bernard. que ça serait trop facile 3, aujourd'hui. 10 ans Non, je pense que non, c'est avant 10 ans naturellement. C'est avant 10 ans. Cependant, là on parle de la TNT. Donc c'est avant Roland Garros 2020. J'espère. Jérôme aura progressé au tennis d'ici là. Cependant, il n'y a pas que la TNT pour diffuser des programmes. Non, il y a les câbles, il y a le câble, les satellites, la DSL. Ça va être un peu compliqué. Ça va être un petit peu compliqué pour des raisons techniques. Probablement par la fibre optique, qui est une voie royale pour distribuer l'Ultra HD, compte tenu des débits nécessaires pour atteindre le téléviseur ou la set-top box pour la DSL. C'est-à-dire que les premières chaînes Ultra HD commenceront sans doute non pas par la TNT, mais sur les box fibres. Alors, elles démarreront
satellite. Ce que l'on fait aujourd'hui par de l'expérimentation sur la TNT. La démonstration en est faite, et dans d'autres pays, parce que d'autres pays également mènent des campagnes de tests, mais probablement démarrera beaucoup plus vite sur les réseaux qui, eux, n'ont pas ces contraintes, les contraintes que l'on a aujourd'hui sur la TNT. Bon, souhaitons un meilleur futur à l'Ultra HD qu'à la 3D. On a une Mais question. ça, c'est sûr, c'est sûr que c'est le futur de la télé, on est d'accord. On a une question de Jonathan sur Twitter qui nous demande à quand la diffusion d'un live interactif, alors peut-être en l'occurrence de tennis, sur France Télévisions avec le choix des angles des caméras par le téléspectateur. Alors, bonne question, ça. C'est une bonne question et c'est tout de suite. C'est assez facile. L'angle des caméras, peut-être pas, mais en tout cas, la capacité à pouvoir voir tous les matchs de tennis, aujourd'hui, c'est une réalité parce que la totalité des matchs en multicours, et pas en multicam, en multicours, la capacité de pouvoir choisir le match que je veux voir au moment où je veux le voir, en direct, sur Internet. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Et une réalité. Choisir vraiment son angle de caméra, enfin sa caméra sur un même court, c'est pas possible. C'est compliqué en matière de production. C'est extrêmement complexe parce que nos signaux techniques issus de tous ces cours de tennis, il est nécessaire de les encoder, de les proposer et de les publier sur Internet. On pourrait imaginer pour un match, par exemple, hyper important, de pouvoir choisir. En effet sa caméra, mais ça voudrait dire aussi un système particulier de diffusion, parce qu'il faudrait à chaque fois une chaîne de télé pour chaque caméra en fait. Ça va être un peu compliqué. Sur des cours, les zapper à chaque fois. Sur des cours de tennis tels que ceux de Roland Garros, où plusieurs dizaines de caméras sur certains grands cours sont placées, ce serait un petit peu compliqué de proposer toutes ces caméras. C'est pas pour tout de suite. Jérôme, j'ai une bonne nouvelle. Oui. Alex Lott, qui est le DSI de la FFT, est avec nous. Il va nous rejoindre dans un instant pour parler du stade connecté. Mais on va terminer. Oui, d'abord, il faut parler quand même, Bernard, de cette caméra immersive. Alors, donc l'idée, c'est quoi là? C'est vraiment d'offrir. C'est pas encore le multicam, mais c'est. Avant de basculer sur la caméra, j'avais peut-être quelques indications sur ce que l'on présente en matière d'innovation sur l'Ultra HD. On présente deux choses. En fait, on présente l'Ultra HD qu'on qualifie d'Ultra HD à la maison. Tous nous pouvons recevoir à la maison. Et en même temps, dans ce RG Lab où nous présentons nos innovations, nous présentons également les laboratoires, ce que l'on appelle les laboratoires de l'Ultra HD, c'est-à-dire ce que l'on pourra peut-être avoir dans 2 ans, dans 3 ans. Notamment, on a réfléchi à l'échelon européen à la capacité à certains téléviseurs à pouvoir, en fait, faute de fréquence, ce que j'expliquais tout à l'heure pour capter la TNT, à pouvoir s'alimenter toujours avec la TNT, mais recevoir le complément de données numériques que la TNT ne peut distribuer faute de fréquence par Internet. Et c'est assez magique. Le programme arrive par 2 biais. Le téléviseur va synchroniser les 2 flux, celui qui provient de la TNT, celui qui provient d'Internet. Et venez le voir tout à l'heure, vous verrez. On arrive à avoir de l'Ultra HD comme ça ? On arrive à avoir de l'Ultra HD. On le démontre ici à Roland Garros. Un flux livré par Internet, un flux livré par la TNT. Le téléviseur synchronise les 2 flux. Et c'est magique, le programme arrive en Ultra HD. Pas mal. Bravo. Donc c'est une méthode c'est un peu un pis-aller malgré tout. C'est pas un pis-aller, c'est une demande qui est faite à l'échelon européen, parce que nous travaillons avec les Finlandais, avec les Espagnols, même les Turcs également nous ont rejoints dans ce projet-là. Tout le monde a le même problème. Faire de l'Ultra HD sans fréquence, ces procédés alternatifs permettent d'amener l'Ultra HD dans les téléviseurs. Bernard Fontaine, l'homme qui fait de la télé sans fréquence, formidable. Bon, on parle un peu de cette petite caméra. Oui, bien sûr. Et puis de tout ce qu'il y a derrière surtout. Alors ça s'appelle Gyroptique, c'est français, voilà. C'est pas encore sorti, mais c'est dans les labos. Et pratiquement. On en a déjà parlé sur Zéro. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Mais là, vous faites pratiquement une avant-première avec la retransmission d'un match en réalité augmentée, c'est-à-dire avec le masque de réalité virtuelle. J'ai essayé, vous mettez un masque style Gear VR de Samsung. Et qu'est-ce que tu vois alors ? Alors qu'est-ce que je vois ? On voit, j'ai vu des choses, et puis il y a d'autres choses que j'aurais aimé voir. Moi, ce que j'ai vu, c'est comme si j'étais dans une loge VIP, c'est-à-dire que je voyais le terrain en entier depuis un angle en particulier, et puis je voyais en plus le flux de France Télévisions qui était intégré, donc j'avais le match, si tu veux, sous toutes les coutures. Et puis quand je me tournais, je voyais un buffet avec des petits fours. Et malheureusement, tu étais frustré parce que tu pouvais pas les prendre. C'était complètement des petits fours virtuels, c'est pas terrible. Ça, je suis d'accord. Mais surtout pour Jérôme. Ce que j'aimerais voir, je crois que vous le faites également, c'est vraiment me trouver au cœur du match, et par exemple à la place de l'arbitre. Alors, c'est là où on voit le mieux. C'est exactement l'objectif que nous sommes fixés avec la Fédération de tennis, parce que cette mise en place de ces petites caméras est faite en coproduction avec la Fédération de tennis. On a décidé, le cahier des charges était compliqué, être capable donné par la Fédération de tennis, de faire une production en direct, chose qui n'avait jamais été faite avec des caméras 360, avec des caméras qui ne se voient pas.
compliqué à faire. Les caméras qui ne se voient pas, parce que les caméras, dans l'état de l'art des dispositifs techniques permettant de faire du 360 aujourd'hui, les plus petites sont de la taille, on va dire, d'une petite cocotte minute. Vous voyez, donc c'est pas très discret. Donc l'objectif était surtout qu'il fallait la mettre où? Il fallait la mettre au-dessus de la tête de l'arbitre. Ouais, donc à l'emplacement de la chaise de l'arbitre, c'est pas terrible. Une cocotte minute sur l'arbitre, je suis pas sûr qu'il soit complètement d'accord. La mettre également dans la loge présidentielle, on met à différents endroits très stratégiques du stade Philippe Chatrier. Donc la start-up Gyroptique que nous sommes allés voir, on leur a proposé d'utiliser leur caméra. Et à leur grand bonheur, ils ont accepté. Par contre, ce qui était compliqué, c'est que cette start-up-là n'était pas tout à fait prête à fournir les caméras. Ces caméras-là sortiront en fin d'année distribuées par des réseaux de grande distribution. Ce sont des projets Kickstarter. Donc en fait, pouvoir mettre des caméras de ce niveau, vu sa taille, on remplissait à peu près le cahier des charges, mais cependant la mise en production était complexe avec des caméras pas vraiment fini pour pouvoir faire ça. Il y a l'idée, mais c'est l'idée pas là. encore Donc on tout a à fait cependant, finalisé. voilà, on a cependant décidé de le mettre. Sympa. On a cependant décidé de le mettre à l'antenne, de créer deux applications, une application Android, une autre application iOS, afin de pouvoir permettre au public aussi d'assister à ce laboratoire in vivo. Et ma foi, les caméras fonctionnent. Une a cependant rendu l'âme. Il faisait un peu chaud il y a 2-3 jours. Elle a eu un peu chaud. On vient de la changer. La nouvelle fonctionne très très bien. Et ça nous permet également d'échanger par les commentaires donnés sur les stores des applis, des stores des applications, d'échanger avec le public qui finalement nous disent tous quelle bonne idée, c'est sympa, on aime bien. Bon, pour améliorer la qualité de l'image, évidemment on le savait, vu la qualité des images de ces caméras, de ces caméras prototypes, mais plutôt l'accueil du public est au rendez-vous. Parce que Bernard, il faut savoir que donc il y a des matchs qui sont retransmis. Il suffit de télécharger une appli sur iPhone ou sur Android, d'avoir le masque. Le masque ou pas, on peut très bien l'avoir sur son téléphone et de regarder sur son téléphone. Mais si on a le masque, on est immergé dans le match directement. Et on est à la place de l'arbitre. Directement. On était à la place de l'arbitre. On vit ça pour regarder la balle. On vit ce que vit un arbitre, exactement. Ouais. On nous demande est-ce qu'on verra ça un jour dans des émissions de France Télévisions, style. Alors j'allais dire The Voice, c'est pas France Télévisions, mais dans d'autres émissions de télévision que du tennis. La réponse est oui. Le Tour de France, par exemple, t'imagines ? Oui, la réponse est oui, et deux bons exemples. Ouais. C'est déjà le cas pour le Tour de France. Le Tour de France 2014, nous avions déjà fait par une société de production, nous avions fait des images en 360 durant le Tour de France 2014. Nous avons fait pour des émissions de télévision, notamment les Victoires de la musique sur France 2, qui étaient captées également avec ce type de caméra par un de nos prestataires qui fait ce type de réalisation. Et pour le sport, la société s'appelle eMotion 360, spécialisée dans ce type de captation, sur des captations enregistrées de scènes, de programmes de télévision avec ce type de caméra. Et pour terminer, nous préparons également d'autres types de programmes sur des sports extrêmes. Donc si vous avez déjà descendu une piste où vous êtes envolé avec une combinaison de windsurf directement, vous verrez la sensation que ça donne, en tout cas en 360. Ça nous arrive régulièrement avec Jérôme, vous vous en doutez Bernard. Ouais. Bernard, venez donc un petit peu près de moi pour faire de la place à notre deuxième invité qui vient donc d'arriver. Alex Lotte qui remplace Jérémy Botton au pied levé. Merci beaucoup Alex d'être avec nous ce soir. Alors, parce que on voulait parler du stade connecté et c'est un sujet qui nous passionne. Aujourd'hui, on rêve d'avoir, lorsqu'on va voir une retransmission sportive, ça va bien au-delà du tennis d'ailleurs, le football, etc., d'avoir du Wi-Fi, de pouvoir interagir. Les réseaux sociaux aussi sont pour vous un élément important de promotion de tous ces événements sportifs. Et vous mettez petit à petit en place le stade connecté, c'est ça ? Oui, alors c'est un programme qui est évidemment extrêmement partagé avec nos partenaires. Depuis quelques années, on réfléchit, ça fait longtemps avec Bernard, qu'on tripote les nouvelles technologies dans tous les sens pour faire des proof of concept et voir comment est-ce qu'on peut introduire les technologies au plus loin. Alors pas simplement des technologies qui sont liées à la diffusion, mais qui sont liées aussi toute la partie distribution de l'information. Et c'est vrai que le stade connecté fait couler beaucoup d'encre. Alors pas simplement à Roland-Garros, mais aussi dans tous les stades de France, d'Europe. Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est quoi les défis technologiques à relever ? Alors déjà, il y a deux questions. C'est pourquoi faire et comment on va le faire. Alors pourquoi faire, c'est la grosse question, parce que ça agite l'ensemble de nos directions métiers, bien évidemment. C'est bien évidemment aller dans une logique de plus en plus client-centrique
et permettent d'avoir une expérience augmentée, pas simplement in stadia, mais aussi à l'extérieur du stade, out stadia. Donc on aimerait pouvoir utiliser les technologies pour pouvoir présenter des applications qui soient plus intéressantes et plus immersives et permettre à nos spectateurs d'avoir des informations en temps réel, d'avoir accès à des services en temps réel et d'avoir de nouvelles tentatives comme celles qu'on a explorées avec les objectifs avec 360 degrés pour avoir des expériences qui sont de qualité. C'est vrai que vous auriez un autre exemple. Donc on parlait de l'immersion à 360. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus? Alors, l'holographie, Faites-nous un petit peu rêver. l'holographie, Wow. c'est des choses que l'on observe, que l'on regarde, qui sont déjà mises en place dans d'autres pays. On a... Pardon, je crois qu'il y a un petit problème de Oui, micro. on a un petit souci de micro. Par exemple, on a testé l'an passé avec les équipes d'Orange d'ailleurs la diffusion de l'IMBMS. Oui. Donc c'est une technique qui est très intéressante également pour pouvoir soulager les réseaux télécoms. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tout le monde a un téléphone dans la poche et dans des stades où il y a environ combien, Alex, 40-50 000 personnes, Voilà. eh bien 40 ou 50 000 personnes ont bien du mal à pouvoir se connecter pour voir de la vidéo. Ça, je Eh bien, confirme. cette IMBMS est une technologie en vraie grandeur qu'on a testée l'an passé, eh bien, qui permettrait typiquement, ce que font certains grands stades américains, de pouvoir écouler ce trafic vidéo. Ouais. Donc nous sommes prêts à fournir des nouveaux services. On démontre d'ailleurs cette année des services de découpage automatique d'un match de tennis qui est compris par un algorithme. En gros, une machine est capable de comprendre ce qui se passe pendant un match de Et tennis. d'extraire les séquences Voilà. extrait importantes. les séquences Il extrait clés. les séquences. On pourrait très bien imaginer qu'une telle technologie va découper les fréquences, va découper les scènes de tennis, les publier directement dans les téléphones des visiteurs, et comme ça, dans une file d'attente au restaurant ici à Roland-Garros, ils pourraient accéder à ces services de vidéo dans le stade qui seraient équipés de cette technique IMBMS par exemple. C'est vrai que l'IMBMS est extrêmement prometteur parce qu'effectivement c'est un protocole qui est mis en place sur la 4G. 4G, 4G+, et peut-être la 5G. Donc c'est des domaines qui sont explorés par les opérateurs et aussi par les broadcasters. On a également présenté plusieurs fois d'ailleurs et à nouveau cette année avec l'équipementier Ericsson la mise en place de lampadaires que la fédération de tennis regarde avec envie, Oui, qui sont vrai. des lampadaires dits connectés. Donc ces lampadaires-là, Ah oui, qu'on avait vu d'ailleurs au Mobile World Congress l'année dernière avec chez Jérôme. Ericsson, exactement. Ouais. Et ces lampadaires en fait permettent, Qui sont Wi-Fi ou 4G. voilà, ils sont Wi-Fi ou 4G. Ou les deux. Ou les deux, voilà. Ils pourraient potentiellement, par l'éclairage qui est au-dessus, qui est à LED, Être être Wi-Fi. équipés de l'IFI de façon à ce qu'une fédération sportive puisse utiliser ce réseau numérique afin d'échanger des données avec son public. Parce que la révolution du stade de Roland-Garros n'a pas encore commencé, hein, puisqu'on le sait, hein, vous êtes au cœur d'une Oui, il y a des espèce perspectives de projet incroyable d'agrandissement du stade. Donc là, tout est à faire maintenant, en fait. Les idées, D'agrandissement. il faut les imaginer maintenant. Oui, et de modernisation. C'est la raison pour laquelle il faut flirter avec des proof of concept et voir jusqu'où on peut tirer la technologie pour apporter cette expérience client au plus loin. Mais c'est vrai que le stade connecté, comment connecter ce stade, c'est assez complexe finalement parce que on doit travailler dans la logique d'un équilibre entre la couverture, la capacité, le niveau de champ. Ça c'est toute la partie télécom et c'est aussi comment est-ce que l'on va approcher l'ensemble de nos services avec des services qui ne sont pas forcément portés par l'opérateur mais qui peuvent être portés par l'organisation. Donc c'est pour ça que des technologies comme le Mass Wi-Fi ou comme le Li-Fi Alors, sont le Mass explorées. Wi-Fi permet, en fait, Alors on qu'est-ce va que c'est le expliquer, Mass Wi-Fi? c'est Alors- de pouvoir avoir des hotspots Wi-Fi très concentrés qui permettraient à des dizaines de milliers de personnes, malgré tout, de pouvoir se connecter Exactement. à Internet. C'est ça, hein. Exactement. Quand on voit un stade comme les 49ers, on Orange sent- d'ailleurs travaille sur ce système. Tout à fait. Orange travaille sur ce système. Cette année, on a fait un proof of concept justement avec Orange Event Solutions pour adapter sur le stade 2 spots haute densité, un sur la place des Mousquetaires, l'autre sur les Jardins Gourmets, pour voir quels sont les nombres de connectés, comment les gens commencent à apprécier la logique des portails et des contenus, comment s'orienter dans le Parce stade. qu'aujourd'hui, la 4G est saturée. Quand Non, on est, non, la quand 4G on est, est- par exemple, dans le cours central plein à craquer, Eh ben, on a- tout le monde peut tweeter, tout le Oui, monde peut aujourd'hui on envoyer a des performances qui sont quand même assez surprenantes sur la 4G. D'ailleurs, il y a plein de questions autour de ça. C'est-à-dire, alors quid du Mass Wi-Fi, quid de la 4G, sur quel type de technologie est-ce qu'on doit évoluer, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à cette nouvelle axe de connectivité. On a plein de questions autour de ça. C'est d'où l'importance de faire des proof of concept au plus loin de Je ce vais qu'on faire peut. un peu l'avocat du diable. C'est formidable tout ça, mais est-ce que demain vous risquez pas de devoir faire la police dans l'autre sens contre les tweets,
les séquences vidéo les périscopes. volées, les périscopes Voilà, volés on voit qui que vont Periscope partir aujourd'hui tous permet de azimuts. retransmettre des vidéos en direct. Est-ce que ça peut pas être Alors on sait qu'il y a des concurrent à problématiques. France Télévisions, Voilà, par il y a des exemple Ça peut problématiques se de produire. droit de diffusion. Bien qui sûr. Ça, sont cela dit, ça n'aura pas très la même loin. qualité, pas le même Non. professionnalisme aussi. Donc, Ça peut se produire, mais l'usage est de telle nature que de toute manière, ça va arriver. C'est inéluctable. Donc, on va se préparer d'une manière ou d'une autre à cette, oui, à ces nouveaux usages, ces en nouveaux fait. usages. Oui, tout à fait. Bernard, Bernard vous avez peur de Periscope? Vous n'avez pas l'air. Vous avez l'air Pas très du tout, stressé, hein. on est les premiers, Quand on est les premiers à l'utiliser. Non, naturellement, c'est un magnifique outil pour journalistes d'abord. Oui. Periscope, c'est Ça, vraiment, c'est sûr. c'est une révolution pour ce Non, mais métier on de a vu que journaliste. ça avait quand même soulevé quelques problèmes. Par Non, exemple, naturellement. retransmettre des. Alors, je crois qu'il y a eu des problèmes de retransmission de Le concerts, concert, oui. ou de retransmission artistique, etc. Alors que bon, finalement, qu'est-ce que c'est? Ça va être un smartphone qui filme un même événement de de loin. séries en Oui, télé. général. on le sait que trop bien malheureusement et François vous le Oui, disiez, c'est HBO avec vous le disiez Game tout of à l'heure, Thrones. il est certain qu'on peut faire une photo, on peut faire de la vidéo qu'un téléphone, on ne fait pas une émission de télévision. On ne fait pas d'émission de télévision au sens télévision, dans la complexité de réalisation. Aujourd'hui, pour une opération comme Roland-Garros, on a près de 700 techniciens sur place qui, pendant 2 semaines, couvrent la totalité de cet événement-là. C'est un métier complexe, ce sont des métiers complexes, c'est beaucoup de matériel. Nous avons la responsabilité de fournir ce signal technique à plus de 180 pays sur la Terre entière qui demandent d'avoir Roland-Garros pour des raisons évidentes. Donc il est clair que entre les deux technologies, celle des broadcasters et celle du public, même si nous, broadcasters, nous l'utilisons pour parler de Periscope, il est clair que ces techniques-là sont là, elles sont inéluctables et on se réjouit qu'elles arrivent. Hashtag 01 Live. Je vous rappelle que nous sommes en direct depuis le village de Roland-Garros sur le stand Orange. N'hésitez pas si vous avez des petites questions à Alex Lotte ou à Bernard Fontaine. Alors il y avait une question, François, sur la raquette connectée. Ah, la raquette connectée. On l'a vu, la raquette connectée. On l'a vu, la raquette connectée. On peut vous en parler avec Jérôme. Eh bien, on t'écoute. Oui. Alors déjà demain, vidéo complète sur 01net TV. Pour tout vous expliquer, on a interviewé Thomas Otto, qui est l'un des patrons de Babola et qui nous explique comment ça fonctionne. Mais en gros, il faut savoir, et on le sait depuis pas mal d'années, Babola expérimente une raquette connectée et Rafael Nadal, un petit joueur, voilà, si tu veux, voilà, de seconde zone, eh bien, est en train, en ce moment même, de jouer avec une raquette connectée Babola. Ouais. Et c'est incroyable parce que toutes ces données, en fait, sont mises à disposition de tout le monde. On peut voir en temps réel comment progresse le match de Rafael Nadal parce que, évidemment, sa raquette est connectée. Il y a des capteurs à l'intérieur et toutes ces données sont transmises en Bluetooth via un smartphone. Bernard Fontaine. Bonne transition, étant donné qu'on présente cette année justement avec Babola sur le stand du RGA de France Télévisions, toute cette notion de l'objet connecté, c'est même plus l'objet connecté, c'est le sportif qui est connecté. Donc une start-up nous a donné un très gros coup de main, elle s'appelle PIC. Cette start-up utilise des tout petits modules connectés, les propose aux équipementiers de vêtements sportifs. Mettre ces équipements alors dans une raquette pour Babola, dans des chaussures pour un fabricant de chaussures, dans des vêtements, etc., etc. Et pour nous, c'est intéressant parce que la récupération de ces datas en temps réel directement dans le sportif nous permet d'imaginer déjà, et on le démontre vraiment avec des applications multiscreen. Une société nous a aidé, sa société s'appelle Push-Pull TV, à faire une véritable application de TV connectée et multiscreen. Vous allez directement pouvoir, depuis votre téléphone, je vous invite à venir voir cette démonstration, c'est sympa. Directement pouvoir savoir combien de kilomètres ou combien de centaines de mètres Nadal a parcouru et combien de... En général, c'est son adversaire qui court. C'est pas lui. Quelle force de revers il a pu avoir, enfin quelles sont la puissance de ces revers qu'il a pu avoir. Donc toutes ces données-là, on va pouvoir personnaliser des futures diffusions de télévision avec l'affichage sur l'écran du téléviseur de ces données. J'ai une question pour Alex Lotte. Vous parliez tout à l'heure d'hologramme, je ne vais pas vous lâcher. Qu'est-ce que vous imaginez avec l'hologramme dans le sport? Alors, on a commencé une expérimentation tous les deux d'ailleurs. Oui, sur ce sujet-là, il y a quelques années, sur l'hologramme. On a été extrêmement intéressés parce que c'est la possibilité. Alors, il y a une transition en ce moment avec ce que Bernard a développé sur le stand de France Télévisions sur l'immersivité. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut, dans des espaces, produire à 360 degrés sans forcément avoir un casque virtuel sur la tête, parce que c'est la partie glassless aussi qui est intéressante dans cette histoire-là, de voir comment est-ce qu'on peut immerger un individu dans un lieu, que ce soit, pourquoi ne pas rêver, à 6000 km de là et de pouvoir vivre Roland-Garros en direct. C'est-à-dire qu'on pourrait assister à une retransmission d'un match en hologramme à l'autre bout du monde, en temps réel. D'une manière, c'est le rêve. Ça, c'est le rêve.
Après, il y a des laboratoires de R&D qui s'attachent à travailler de manière intéressante sur ces sujets-là. Donc, je ne vais pas révéler qui travaille dessus, mais j'ai déjà vu des hologrammes. C'est vraiment du rêve ou c'est quelque chose qui techniquement pourra être réalisé dans quelques années? C'est une chose qui pourra être techniquement réalisée dans quelques années. Cela dit, quand on voit ce qu'on a déjà vu avec des clips de Michael Jackson en hologramme, exactement. Des choses incroyables. Déjà éprouvées au Japon des d'ailleurs. Rencontres qui n'existent pas. Les rencontres improbables. C'est-à-dire que dans l'absolu, alors évidemment les techniques de jeu, la vitesse de frappe, tout ça a complètement changé. Mais pourquoi ne pas imaginer une rencontre John Borg, Nadal? Bon, ça, je ne sais pas ce que ça donnerait réellement. Ou même la retransmission tout simplement de la finale en hologramme dans des ton stades. salon. Tout à fait. Alors dans le salon, ça risque d'être un peu. Il faut avoir un grand salon, mais peut-être sur un autre terrain tu mets de des tennis, petits par joueurs. exemple. Mais ça, c'est très surprenant parce que ce qu'on a vu dans la partie holographique, Star Wars, on a tous cette image de se dire, voilà l'hologramme tel qu'il est présenté par George Lucas dans son film extraordinaire. Est-ce que oui ou non ça peut exister? Bien, les laboratoires de R&D se sont attachés à essayer de provoquer ça et de le rendre possible. Donc je peux pas dire la marque qui fait ça, mais c'est déjà une réalité. C'est déjà une réalité. Non, peut-être qu'entre-temps, Microsoft aidera également avec la mise en place de ces moyens qui seront des moyens intermédiaires entre ce qu'on fait aujourd'hui et ce qui sera possible de faire un jour avec un hologramme, avec la technologie qu'on connaît tous de Microsoft qui s'en approche. Bah écoutez, rendez-vous à Roland-Garros 2020, le masque HoloLens, 2025. Bien sûr. Merci, c'est pas pour tout de suite. Merci de votre invitation. Merci Alex Lott. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à Bernard Fontaine. Merci. Directeur de l'innovation à France Télévisions, édition numérique. Voilà, 01 Live spécial Roland-Garros en direct de Roland-Garros avec Florian Beaufreton et Bérangère Lepesqueur aux manettes. On remercie Orange de nous avoir si gentiment accueillis comme à chaque fois. Et sachez qu'on parlera demain encore de Roland-Garros avec des petites vidéos des innovations qu'on a pu voir, entre autres la fameuse raquette connectée de Badola. Et puis tu as vu aussi un autre petit truc très sympa. C'est l'immersion. L'immersion, la vidéo à 360 degrés. Ça sera demain sur 01net TV. Bonne soirée à vous tous. Merci à tous. Salut. À bientôt. Bientôt.